Je veux donc bien entendu commencer cette intervention par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, une belle année, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, la santé avant tout. On a coutume de le dire, mais il faut le répéter, car on ne fait rien sans une bonne santé. Et puis, je forme le vœu que cette année 2020 montre, enfin en tout cas, que nous rencontrions le succès dans tous nos projets. Alors, vous le savez, mes chers amis, en 2020 démarre une aventure électorale. Voilà. Et comme vous le savez tous, et que nous le savons, nous avons certaines règles à respecter. Et parmi ces règles, eh bien, il nous faut éviter de revenir sur les projets que nous avons mis en œuvre au cours de l'année écoulée et de faire part, évidemment, des projets à venir dans un souci de respect, d'égalité entre les candidats. Mais il y a d'autres sujets qui portent inquiétude en ce début d'année et dont je voudrais vous parler. D'abord, je voudrais vous parler du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Alors, la loi est pratiquement écrite, le contenu devrait maintenant plus bouger, mais j'attire votre attention sur un point qui, je pense, requiert notre vigilance. La question du retour de la consigne. L'objectif, c'est d'atteindre le seuil européen qui est fixé à 77% de bouteilles plastiques collectées en 2025, 90% en 2029. Autant vous dire qu'on est encore loin du chiffre, puisque nous, on est à peu près à 60%, donc on a une marge d'amélioration. Mais quelles conséquences de cette mesure et de ce texte? Des études qui ont été réalisées montrent que choisir cette voie pour ces déchets serait d'abord très coûteux. 2 à 3 fois plus cher que celle de la gestion municipale, et pour un gain environnemental qu'il faudrait encore prouver. Deuxièmement, nos unités de traitement et nos collectivités seraient directement impactées. Soit, alors on peut discuter, mais une perte de recettes évaluée entre 200 et 300 millions d'euros par an, ce qui est quand même loin d'être neutre. Et enfin, troisièmement, ce projet du gouvernement va, il me semble, à contre-courant de l'extension des consignes de tri à tous les emballages, je me tourne vers Xavier, mais pour laquelle, quand même, on a dépensé des centaines de millions d'euros pour la mettre en place et pour moderniser nos centres de tri. Je pense qu'il faut mettre à profit cette année pour démontrer qu'on peut s'en passer. Alors, si on s'en passe, on fait quoi? Bonne question, à laquelle je vais essayer de répondre. Le premier dispositif simple, qui a d'ailleurs été expérimenté à Paris, je crois à Marseille, pourrait être tenté. Équiper les rues et les zones commerçantes de poubelles mixtes, recueillant d'un côté les déchets type ménager, et de l'autre, tous les emballages. Le vrai gisement repose sur le développement d'une filière européenne forte de recyclage plastique. Alors, de nombreuses entreprises françaises sont déjà leaders dans le traitement des déchets et elles n'attendent qu'être accompagnées pour développer finalement leur savoir-faire. Pour cela, il nous semble que l'État doit s'engager sur un véritable plan stratégique d'avenir, de façon à faire de la France un champion européen de réutilisation des plastiques. L'enjeu va bien au-delà des seules bouteilles plastiques, qui, je le rappelle, ne représentent que 2% du gisement des déchets ménagers. 2%. D'autres déchets ressources auraient prioritairement besoin d'une consigne, comme par exemple les téléphones portables. Je vous donne un chiffre. Seulement 15% des smartphones mis sur le marché sont collectés et 100 millions dorment dans des tiroirs dans nos habitations. Donc vous voyez quand même, c'est absolument gigantesque. Alors l'autre sujet phare de ce projet de loi dont je vais vous dire un mot, c'est la création future de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur, les fameuses REP. La plus importante sera la REP bâtiment, à partir de 2022, donc très vite, dans 2 ans. Et elle concernera les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages et aux professionnels. Et cette REP suppose bien sûr que soit effectivement créé un réseau de déchetterie professionnelle pour mettre à disposition des points d'apport plus nombreux. Mais la gratuité d'accès n'est pas évidemment envisageable. Tout a un coût et bon, en tout cas, avec les élus, on milite pour que chaque service public ait un coût. D'autres filières REP devraient aussi voir le jour, les REP pour les mégots,
jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardinage, bouteilles, cartouches de gaz. Ça, c'est dès 2022, mais en 2024, les raids pour les lingettes et les chewing-gums. Alors, il y a un autre sujet d'actualité dont je souhaite vous parler en ce début d'année. Ce sont les préoccupations économiques pour certaines filières de recyclage, qui nous préoccupent. La filière la plus touchée est celle des papiers cartons. Et ça, c'est l'information récente. Pour le carton, la situation s'est dégradée réellement en 2019. La Chine continue d'inonder l'Europe avec ses biens de consommation emballés dans du carton qu'on ne peut plus les renvoyer, ce qui est quand même assez problématique, avec pour conséquence, c'est que l'un de nos prestataires, UPM, pour ne pas le nommer, a annoncé en septembre dernier la mise en vente de sa papeterie de la Chapelle d'Arblay. Je rappelle quand même qu'elle a une capacité annuelle de 240 000 tonnes de production de papier, et c'est là que sont envoyés pour recyclage les papiers cartons collectés sur le sol. Pour les centres de tri en excellent de stock, les niveaux autorisés sont dépassés et ils pourraient donc être amenés à refuser de réceptionner les cartons au-delà d'un certain seuil. Alors il y a un autre sujet aussi qui est préoccupant, c'est les nouvelles réglementations et évolutions de la valorisation énergétique et de l'incinération. D'abord une très mauvaise nouvelle, l'assujettissement des installations de traitement thermique des déchets à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pour la production autoconsommée qui est effective donc depuis maintenant 2 ans. Donc entre 5 et 7 euros par mégawattheure, ce qui représente quand même une hausse de 5 millions d'euros par an sur l'ensemble du parc UVE, ce qui est quand même loin d'être neutre. Et puis, alors il y a bien sûr une tarification, une baisse de tarification qui existe, mais manque de chance, son application n'a pas encore été validée par les douanes. Alors je disais un mot des REP, je veux dire quand même les nouvelles dispositions qui sont introduites par le BREF Incinération. Donc c'est le fameux document de référence de l'Union européenne, appelé BREF, qui regroupe l'ensemble des meilleures techniques disponibles pour prévenir et réduire les pollutions émises par toutes les installations industrielles. Donc le BREF Incinération a notamment défini de nouveaux seuils d'émissions pour les UVE. L'enjeu, bien sûr, c'est l'abaissement des rejets. La valorisation énergétique doit être accrue, bien sûr, pour répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique. Et bien sûr, on est au cœur des attentes environnementales. Mesdames et messieurs, chers amis, voilà ces quelques sujets que je voulais aborder avec vous en ce début d'année. Notre objectif dans les mois qui viennent va continuer à lutter contre les dépôts sauvages. Et là, on a un sujet sur le département de l'Essonne, je crois que Xavier était aussi bien placé que nous, sinon mieux pour le savoir. Réduire la prolifération des déchets plastiques non recyclables, favoriser concrètement et à court terme le réemploi, maintenir le calendrier de mise en place des nouvelles filières REP, généraliser le principe d'économie circulaire pour les millions de produits de grande consommation, orphelin de toute filière, et puis bien sûr amplifier toutes les valorisations en matière organique énergétique. Et le SIOM, bien entendu, c'est déployer les moyens nécessaires pour y parvenir et mener à bien cette mission de service public qui nous tient tant qu'à cœur. Et je veux vous tous vous remercier pour ce travail mené en commun. Alors j'ai plusieurs remerciements à formuler en cette fin de mandat. Je veux d'abord remercier les élus du SIOM. Je veux remercier les conseillers syndicaux, je veux remercier les vice-présidents, qui ont été particulièrement présents pendant tout le mandat, à leur poste, lors des réunions de bureau, et qui ont chacun pris à cœur la tâche qui leur avait été confiée. Et vraiment, j'ai pu m'appuyer sur une équipe d'élus très, très, très engagée. Je veux remercier aussi tous nos prestataires, pour la qualité du partenariat que nous avons ici et en dehors du site. Je vais les citer. Je veux citer Dalkia, je veux citer Generis, Nicolin, Triadis, Sepur, Veolia, Zimover, qui sont présents aujourd'hui. Donc merci vraiment pour la qualité de ces partenariats. Et puis d'autres entreprises qui ne sont pas là, mais qui travaillent aussi avec nous, comme la CEMARIF, comme Paprec, comme MEL, ESE, ESD, l'ADEME et Citeo. Ce sont des partenaires qui sont extrêmement présents et qui nous guident tout au long de l'année. Enfin, je veux dire vraiment un grand merci parce qu'on a eu une chance folle, les élus, c'est de pouvoir s'appuyer sur des services formidables, des services compétents,
des agents extrêmement engagés. On a une grande chance de pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs, en plus qui sont pour beaucoup jeunes et qui démarrent leur carrière et qui sont déjà extrêmement engagés sur tous ces métiers. Je voudrais en conclusion avoir une pensée pour mes prédécesseurs à la présidence de ce syndicat, Robert Trimbach, Paul Loridan, Michel Pelchat, Marie-Hélène Aubry, Yves Faure, qui n'avaient pas toutes et tous les mêmes étiquettes politiques, mais qui ont toujours travaillé pour faire avancer ce syndicat dans la même direction, au service de nos concitoyens, en faire un outil de service public. Et je ne peux pas terminer ce mandat sans avoir avec vous une pensée pour eux. Les équipes qui nous succéderont, qui seront là encore, travailleront, j'en suis persuadé, dans le même sens.